Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio tous les soirs sont les chroniques du monde avec vous, Sophie Larmoyer. Bonsoir. Bonsoir Laurent. On va donc d'abord parler quinoa. Alors vous vous souvenez peut-être que pendant la campagne électorale, la dernière, Jean-Luc Mélenchon ne jurait que par cette graine. Eh bien, c'est aussi le cas du Premier ministre malaisien. Il l'a confié récemment et d'ailleurs, bien mal lui en a pris. Ah ouais, pourtant le Premier ministre répondait à une question plutôt simple et quasi en forme de compliment. Comment faites-vous pour rester tellement en forme? Et donc voilà Najib Razak, c'est son nom, au pouvoir depuis 2 mandats, qui explique qu'il n'a pas le temps de faire de l'exercice, mais qu'il fait attention à ce qu'il mange et qu'il a remplacé le riz par du quinoa, une graine que lui a fait découvrir son fils et qui pousse au Pérou, explique-t-il, riche en protéines, moins de glucides, moins de sucre. C'est aussi bien meilleur que le riz, selon lui. Ah oui. Le riz, vous l'imaginez, qui est l'aliment principal des 30 millions de Malaisiens, 2 assiettes et demie par adulte et par jour en moyenne. Donc il n'a pas le droit de préférer le quinoa? Mais si, mais c'était très imprudent de le dire alors que la campagne électorale venait juste de commencer. Les élections générales doivent avoir lieu avant le mois d'août et les opposants de Najib Razak ont immédiatement dégainé. Moi, je ne mange que du riz local, tweet un ancien Premier ministre, quand le leader du principal parti d'opposition, Lim Kit Thiang, souligne que le quinoa coûte aujourd'hui 23 fois plus cher que le riz en Malaisie. Seuls 2% des plus riches peuvent se l'offrir, dénonce le Challenger, qui explique que ça lui fait penser à l'histoire de Marie-Antoinette, la dernière reine de France avant la Révolution de 1789. Elle aurait dit de manger de la brioche à des paysans qui n'avaient plus de pain. Fin de citation. Vous l'avez compris, le Premier ministre serait déconnecté des réalités et de ses citoyens. Ses services répondent que le quinoa a été prescrit par son médecin nutritionniste. C'est plus une question de goût, c'est une question de prescription médicale. Bien. Est-ce que ça peut lui coûter l'élection? Alors les observateurs pensent que non. Même si Najib Razak est accusé de détournement de fonds par la justice américaine, il aurait piqué 3,5 milliards de dollars d'un fonds de placement créé il y a quelques années. Le Premier ministre nie toute malversation. Et puis, la presse est très contrôlée, l'opposition très divisée, les circonscriptions électorales soigneusement redécoupées depuis 2013. Les zones rurales soutiennent le Premier ministre, donc ça devrait bien se passer malgré le quinoa. Ouais, tempête dans un bol de quinoa, donc ça aura été la campagne électorale malaisienne. Merci Sophie, on va quitter la Malaisie pour les Pays-Bas, où le froid a fait naître un espoir gigantesque. Alors, vous allez comprendre. Bonsoir Isabelle Horry. Bonsoir. Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Cet espoir, c'est de pouvoir enfin revivre la plus grande course de patins du pays qui s'appelle, attention, la Elfstedentocht. Pas mal, Laurent. Alors, Elfstedentocht en français. Elfstedentocht en français, ça veut dire le tour des 11 villes. C'est une boucle de 200 km en patin à glace sur les canaux, tout au nord des Pays-Bas. Et alors, dans cette région, depuis qu'il s'est mis à faire très froid, les habitants suivent heure par heure l'évolution de la couche de glace. La presse locale s'en fait l'écho avec des articles très scientifiques, des graphiques sur la corrélation entre la baisse des températures et l'épaisseur de la glace. Ça fait 21 ans que le Elfstedentocht n'a pas eu lieu. Tous les Néerlandais sont sur les dents. Qu'est-ce qui rend cette course si spéciale finalement ? Elle est très rare, 15 éditions seulement en plus d'un siècle et tout le pays s'arrête quand elle a lieu. La dernière fois, il y avait 16 000 patineurs, 2 millions de spectateurs, plus d'1 Hollandais sur 10 s'était déplacé, sans compter les millions de gens qui regardaient à la télévision. Alors les patineurs les plus rapides mettent 6 heures, mais d'autres doivent patiner plus de 20 heures. Le vainqueur devient une star éternelle dans le pays. C'est vraiment un moment de communion nationale, aussi important que le couronnement du roi ou que la finale de la Coupe du Monde de foot quand l'équipe hollandaise est qualifiée. Oui, et donc verdict, on sait si elle aura lieu ou pas ? Alors pour que ça soit sans danger, il faut une sacrée épaisseur de neige, 16 cm au moins sur tout le parcours. Alors pour le moment, hélas, on oscille entre 5 et 10, c'est trop dangereux et le redout est annoncé. Et d'ailleurs, la grande inquiétude en fait aux Pays-Bas, c'est qu'à cause du réchauffement climatique, les conditions soient plus jamais réunies pour organiser ce marathon des glaces. Les plus optimistes rappellent quand même qu'au siècle passé, il y a eu des longues périodes sans cette course. Ils veulent y croire encore, mais caramba, c'est sans doute encore raté pour cette année. Merci Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1 et la Elfstedentocht. C'est mieux là ? Ouais, c'est bien. Voilà, on s'est entraîné toute l'après-midi avec Sophie Larmoyer, il faut vous le dire. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup. On va faire un petit détour par le Venezuela. C'est ça ? Absolument. Où l'inflation devrait atteindre, tenez-vous bien,
13 000% cette année, autant dire que le bolivar ne vaut plus rien. Absolument, ça a des conséquences parfois surprenantes. Par exemple, sur les marchés de Colombie, donc le pays voisin, on trouve des objets tressés en billets de banque en bolivar, des sacs, des colliers, des couronnes de bolivar. Les réfugiés vénézuéliens les vendent très bien, apparemment, pour le coup. Autre conséquence, certaines entreprises payent leurs employés en nourriture. Par exemple, une société de sécurité qui devait employer 200 personnes a été submergée de candidats. Le salaire proposé était seulement de $10 par mois, mais il y avait aussi une prime de 36 œufs par semaine, c'est-à-dire de l'or en période de pénurie alimentaire aussi sévère. On avait raconté qu'ils avaient perdu 12 kilos, 11 kilos en moyenne, les Vénézuéliens. Au Japon, les compagnies ferroviaires ne reculent elles devant rien pour satisfaire leurs clients, non. Apparemment. Et on ne rigole pas avec l'éducation. Vous savez, au Japon, une petite gare de l'île d'Hokkaido, tout au nord, est restée ouverte 3 ans, avec 2 trains par jour pour une passagère. Une seule, une lycéenne pour qui le train était le seul moyen de se rendre à l'école. Quand elle a eu l'équivalent de son bac, la gare a fermé. Belle notion de service public pour Japan Railways, une compagnie privatisée depuis 25 ans et qui s'est offert un bon coup de pub. Ça, c'est intéressant pour alimenter le débat sur la SNCF notamment. Merci beaucoup, Sophie Larmoyer.